Calendrier de l'Avent et donc de vous proposer comme gros cadeau, on va dire, une petite conférence sur la place des émotions, mais surtout sur comment on va se servir des émotions stratégiquement. Donc vous avez déjà eu plein de pistes, etc. Mais l'idée ici, c'est comment on va faire bouger les gens grâce aux émotions, bouger nos patients, nos coachés grâce aux émotions. Alors, allons-y tout de suite avec le modèle de Palo Alto. Je vous le réexplique en bref. Pour ceux qui le connaissent, vous pouvez tout de suite accélérer. Mais voilà, en gros, le modèle de Palo Alto, c'est une logique systémique. C'est-à-dire qu'on va regarder les choses de manière interactionnelle. On va voir comment la personne est en relation au monde et comment, dans cette relation, elle essaye de s'en sortir. On va parler de régulation. Donc, c'est un terme de Gregory Bateson, qui était anthropologue et qui est à l'origine de cette vision interactionnelle. On peut dire ça parce que c'est vraiment lui qui a mis en avant cette notion d'interaction et l'importance de ces interactions dans la vie de l'être humain. Et pas que de l'être humain, dans la nature aussi, mais ici, on est centré, nous, sur l'être humain. Et donc, l'idée, c'est vraiment de voir comment, en fait, face à une difficulté, un problème, on essaye de réagir. Et effectivement, soit ça fonctionne, et c'est très bien, et c'est le cas dans plein de situations, donc on gère tous les jours de petites problématiques, des petites difficultés, et on réagit. Soit ça ne fonctionne pas, et c'est justement là que nous, on va parler de problème, c'est quand, en fait, on veut éteindre un feu, et qu'au lieu de, voilà, on met des bûches dessus en espérant l'étouffer, et au lieu de l'étouffer, ben, en fait, le feu reprend, on reprend de plus belle. Et donc là, nous, on va parler de problèmes interactionnels, puisqu'on se retrouve dans une boucle, dans une espèce de cercle vicieux que la personne entretient avec sa difficulté, qui peut venir du monde, comme on le voit ici, mais qui peut aussi être d'elle à elle. Et ça, c'est important de le souligner, parce que quand on parle de systémique, souvent on pense que c'est juste travailler les interactions avec les autres, le relationnel, si on peut dire. Or, en fait, la systémique, c'est aussi ma relation avec moi-même, parce que je forme un espèce de système avec moi-même, c'est-à-dire que si j'ai peur je sais pas moi, d'une formation que je vais donner, je suis inquiète, je vais réguler ma peur. Donc j'ai une émotion qui me vient et je vais essayer de la réguler. Si j'ai des pensées qui m'envahissent, je sais pas, je me pose tout le temps des questions sur l'avenir, je vais essayer de réguler et soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Donc on est exactement dans une interaction entre, on pourrait dire, deux parties de nous-mêmes, une partie qui m'envoie ses pensées et l'autre partie qui essaye de faire en sorte que ces pensées me fichent la paix. Et donc, de nouveau, ça marche ou ça ne marche pas. Cette notion-là, elle est évidemment très importante puisqu'elle fait toute la différence entre ce que nous, comme intervenants, on va accompagner, les situations où ça ne fonctionne pas, et puis toutes les situations où ça fonctionne. Heureusement, on ne doit pas aider les personnes enfin, personne ne vient nous consulter, en fait, tout simplement pour ça. Alors, on voit donc que pour nous, on a une vision de causalité circulaire. Donc, pour nous, les réactions de l'individu face à son problème vont, en fait, ne vont pas être neutres. Je l'ai dit, soit elles fonctionnent, et c'est très bien, soit elles ne fonctionnent pas. Et pour nous, alors, elles deviennent la cause du problème, elles nourrissent le problème, tout à fait contre notre volonté. Donc, si je me dis demain, ma formation, mais ça va aller, je maîtrise le sujet, etc., soit ça m'aide, effectivement, soit en fait, il y a une autre petite voix à l'intérieur qui dit « Oui, mais quand même, tu sais bien, les questions des gens, on ne sait jamais, etc. » Et donc, j'ai la peur qui va peut-être même augmenter parce que ce dialogue intérieur va faire augmenter la peur. Donc, on est face à une causalité circulaire et c'est vraiment un prémisse de l'approche. Bon, ici, je vous le fais assez rapidement, mais ce prémisse-là, bon, il est appuyé sur la cybernétique, etc. Voilà, je ne vais pas refaire toutes les bases dans cette petite intervention ici. Alors, nous avons chez Virage dessiné ce mapping Virage. Dans d'autres écoles, ils l'ont repris et ils l'appellent le schéma interactionnel. Voilà. Mais en fait, nous l'avons vraiment créé avec l'équipe Virage à l'origine, donc en 2012. Et puis nous l'avons développé, nous l'avons retravaillé, etc. pour vraiment essayer d'avoir quelque chose de très fin dans le décodage des problématiques interactionnelles, systémiques. Et donc de pouvoir avoir différents pans, donc on voit ici les pensées, on voit aussi les émotions, on a les symptômes, donc je sais pas, l'insomnie, le fait d'avoir des tocs, etc. Et on va chaque fois voir que la manière dont on essaye de réguler ça peut fonctionner, mais ça,
on en parle peu, puisqu'on est souvent face à des situations où la personne, évidemment, ça ne fonctionne pas, sinon elle vient pas me consulter, comme je l'ai déjà dit. Et donc, on a des tentatives de régulation ou tentatives de solution. C'était à l'époque du modèle de Palo Alto, là où il s'est créé dans les années 60, ils ont appelé ça tentative de solution. Nous, on a décidé de prendre le terme de régulation de Bateson parce qu'on trouve qu'il est plus juste, parce que dans le terme solution, il y a quelque chose de volontaire. Or, parfois, la personne réagit sans que ce soit volontaire et pourtant, elle aggrave, elle maintient le problème en place. Donc, on voit qu'on va aussi dessiner l'entourage bienveillant. Donc, il y a l'entourage avec lequel il y a le problème, qui est le monde, qu'on qualifie de monde, mais bon, bien évidemment, on mettra des noms à cet endroit-là. Voilà, si c'est mon patron, ben voilà, je vais mettre mon N+1, mon manager, ou ma sœur, ou voilà, avec qui j'ai un problème. Mais là-dedans peuvent intervenir des collègues, ma mère qui veut intervenir entre ma sœur et moi, etc. Et qui va intervenir et qui va essayer aussi de réguler les choses avec plus ou moins de succès. Et de nouveau, en général, quand les gens viennent, ben, ça n'a pas eu forcément beaucoup de succès. Et puis, il y a ces flèches-là, au-dessus et en dessous, qui sont la flèche qu'on va appeler la flèche du but conscient. Je ne vais pas du tout détailler maintenant. Ce sera peut-être pour un prochain Noël. Ce sera peut-être pour une prochaine publication. Mais voilà, ici, voilà, vous voyez qu'il peut y avoir aussi un espèce de méta conflit ou cercle vicieux entre le monde et moi. Voilà, j'arrive pas à obtenir quelque chose que je veux, absolument être enceinte, absolument avoir une promotion, etc. Et voilà, on va voir que ça va créer un peu un méta-problème et qu'il va falloir travailler là-dessus. Alors, notre intervention, ça va donc être d'arrêter les gens qui mettent des bûches sur le feu, donc d'arrêter cette tentative de régulation qui malheureusement maintiennent, puisqu'on part des prémices de cette causalité circulaire, qui maintiennent le problème. Et pour ça, le moyen assez génial qu'a trouvé l'équipe de Palo Alto, c'est de proposer, pour être sûr d'arrêter quelque chose, en fait de faire l'inverse. Donc de proposer ce fameux virage à 180 degrés. Et donc, pour ce virage à 180 degrés, eh bien, on va proposer des tâches, des choses à faire à nos patients, à nos coachés, pour les mettre en action et réagir différemment face à leurs problèmes ou face aux autres ou avec eux-mêmes quand il s'agit d'interaction avec soi-même. Les émotions là-dedans. Quelle est la place des émotions là-dedans? Mais bien évidemment, quand on interagit avec les autres, avec le monde, on a une émotion, on vit des expériences de relation avec le monde, voilà, un conflit avec quelqu'un, un moment où on essaie de convaincre quelqu'un, etc. Et ces expériences, quand le monde, alors je vais suivre la flèche là, le monde nous envoie quelque chose, quelqu'un m'agresse par exemple verbalement, j'ai, en fonction de ma vision du monde, en fonction de ma carte du monde, diraient les PNListes, on a une manière de réagir et donc ça génère des émotions. Et ces émotions, elles peuvent être très différentes. Donc face à la même agression verbale, je peux rire, je peux répliquer de manière agressive parce que je suis dans la colère, je peux rire parce que je peux trouver ça drôle, je peux être triste et me mettre à pleurer, je peux aussi avoir peur que ça se répète et me replier plutôt sur moi-même. Donc l'émotion va être ultra importante puisqu'elle va déterminer ma réaction. Donc on va dire que nos expériences de vie construisent notre vision du monde, parce que c'est pas par hasard si on m'agresse verbalement, je réponds avec de la colère ou si je réponds avec de la peur, ça va dépendre de mes expériences passées. Et donc nous avons des expériences que nous accumulons depuis notre naissance et même peut-être avant et qui impactent notre vision du monde, ça impacte notre réponse au niveau de l'expérience. Et donc, en fait, on pourrait dire que notre vision du monde construit nos expériences, mais nos expériences construisent notre vision du monde. On a une interaction méta ici entre notre vision du monde et nos expériences. Donc, l'un se nourrit de l'autre en permanence et les émotions qui résultent de notre vision du monde vont évidemment faire en sorte que nous réagissions d'une certaine manière. Alors, à quoi servent les émotions? Parce que, évidemment, elles sont utiles. Donc, peut-être vous connaissez déjà l'utilité de chaque émotion, mais je vais quand même prendre le temps de repasser dessus rapidement. La colère d'abord. Alors, la colère, elle va permettre de se faire respecter, de défendre son territoire.
Et donc, elle va nous permettre d'exprimer qu'on n'est pas OK, de lutter pour une cause qu'on a envie de défendre, de combattre éventuellement pour protéger quelqu'un parce qu'on a envie d'être respecté. La peur, elle va plutôt nous permettre d'identifier un danger et de nous en protéger normalement. Alors on peut s'en protéger de différentes manières, on peut fuir un danger et parfois c'est complètement adapté parce que parfois on dit la fuite c'est pas bien, mais non, si je suis face à je sais pas un animal qui peut m'agresser ou même à une personne qui peut m'agresser, ben, parfois le fait de m'échapper c'est quand même le plus malin. Un oiseau face à un chat, bah, il est mieux de fuir que de lutter en fait, hein. Donc il est mieux de s'envoler et d'aller se poser sur une branche un peu plus haut où il est en sécurité que de rester devant le danger. Donc elle permet d'éviter le danger, elle permet aussi parfois de se figer dans le danger et donc de s'en défendre de cette manière-là. On sait que certaines personnes ont eu leur vie sauve parce qu'ils ont joué le mort. Donc c'est quelque chose évidemment qui peut être fonctionnel aussi. Et puis parfois ça ne l'est pas. Et donc pour toutes les émotions, on va voir que parfois l'action que l'émotion nous amène à faire n'est pas forcément aidante pour nous. Elle ne régule pas toujours la situation. La tristesse, alors c'est parfois une émotion, on a plus difficile à trouver l'utilité de la tristesse, et pourtant elle nous permet d'intégrer, d'accepter une perte, donc c'est l'émotion qui nous permet de faire le deuil en fait, et de revoir notre vision du monde quelque part pour l'adapter à ce qui se passe et se dire ok, la vie maintenant ce sera sans lui, ce sera sans elle, ce sera sans ce boulot que j'adorais. Et donc on va devoir vraiment, elle va nous permettre de prendre le temps d'une forme de repli sur soi-même pour arrêter la lutte, pour accepter les choses. Et en plus, elle génère de l'empathie. Et donc ça, c'est une force évidemment importante de la tristesse, c'est que en générant l'empathie, elle nous permet d'être soutenus par les autres, voilà, de pas forcément être seul face à ce que nous sommes en train de perdre. Le plaisir, c'est une émotion sympathique, a priori, mais qui parfois, quand on y va trop, évidemment, elle peut conduire à tout ce qui est addiction. Donc le plaisir, elle nous motive, le plaisir nous fait bouger, on va être prêt à faire beaucoup de choses, parfois des kilomètres, pour se procurer l'objet d'un plaisir, ou la personne qui nous amène du plaisir dans sa compagnie, une amie, un plaisir sexuel, plus dans un couple, enfin voilà, il y a plein de choses différentes. Le plaisir, il est à plein de niveaux et donc voilà, il nous amène évidemment à dire encore et à se mobiliser davantage. Donc les émotions de toute manière nous amènent toutes à se mobiliser. On sait bien que ça vient du verbe ex movere qui fait que c'est vraiment, qui met en action en fait, hein. Alors maintenant la partie la plus importante, la plus nouvelle probablement, c'est au service du 180 degrés, comment est-ce qu'on utilise la colère. Alors imaginons Christiane qui a peur de son collègue parce que son collègue systématiquement la critique, dénigre ses idées, etc. Et Christiane, elle a peur, donc en réunion elle se tait, elle évite le rendez-vous du café le matin, je sais plus. Voilà, elle évite ce moment-là. Elle va vraiment tout faire pour que, évidemment, son collègue arrête. Elle va aller éventuellement lui demander, lui dire mais je comprends pas, pourquoi t'es pas sympa avec moi, etc. Et en fait, on se rend compte que Christiane, dans la peur, et donc évidemment le collègue va dire bah non, pas du tout, qu'est-ce que tu t'imagines, tu te fais des films, etc. Et donc on se rend compte que Christiane, la peur l'amène donc bien évidemment, logiquement avec la peur, à éviter, à fuir pour se protéger. Ce qui ne la protège pas, parce qu'au contraire, en fait, ça donne de la force à l'autre. À la limite, c'est lui qui gagne à ce moment-là, puisque s'il veut faire du mal à Christiane, plus elle évite, plus elle fuit, moins elle va aux réunions, plus elle évite le café, etc., plus elle s'isole et plus elle est en souffrance, donc c'est lui qui gagne. Et donc à ce moment-là, à 180 degrés d'éviter et de fuir, on va se dire, vas-y, continue. On va, plutôt que dire à l'autre arrête, on va lui dire tu peux continuer, mais voilà ce qui se passe, voilà les conséquences. Ça c'est notre 180 degrés. Donc pour l'instant ce qu'elle fait c'est éviter, fuir, demander d'arrêter. Donc tout ça c'est lui envoyer le message s'il te plaît arrête, sauf qu'il n'y a pas de conséquences. Et le 180 degrés c'est donc bien tu peux continuer mais tu vas voir il y a des conséquences.
Pour qu'elle puisse faire ça, en fait, on va utiliser la colère. Et donc, vous voyez comment sur notre mapping, on va dessiner l'émotion levier, qui est la colère ici. Et l'émotion levier, on va l'utiliser vraiment pour permettre à Christiane de faire ce fameux 180 degrés, pour lui permettre donc de réagir autrement avec son collègue, par exemple en lui disant écoute, tu peux me critiquer, je me rends compte, au départ j'aimais pas, mais en fait je me dis que c'est pas mal, ça me permet d'évoluer positivement, etc. Merci à toi. Et la fois prochaine que son collègue la critique, elle peut lui faire un signe merci, aller le trouver dans le bureau en disant merci, c'est chouette parce que je me rends compte, ça me challenge, etc. Et évidemment, son collègue va se retrouver dans une situation où soit il la critique et elle est contente, ce qui n'est pas son objectif manifestement, soit il arrête de la critiquer et elle est contente aussi. Donc c'est une manière d'aider Christiane à sortir de cette situation. Et donc vous voyez l'utilité de la colère, c'est ça vraiment que je voulais illustrer. Quand on est dans une émotion comme la peur ici, parce que parfois la peur est bonne, comme la peur ici qui maintient le cercle vicieux, c'est tout à fait intéressant d'aller mobiliser la colère de Christiane pour l'aider à réagir différemment, pour l'aider à faire ce fameux virage à 180 degrés. La peur. Quand est-ce que la peur peut être utile? Alors, par exemple, j'ai pris un exemple, bien évidemment, j'ai fait exprès de reprendre la peur comme émotion qui est présente. Donc, on a une maman qui est inquiète, elle est angoissée même, je dirais, par son fils qui est ce qu'elle appelle un geek. Et cette patiente, elle me dit qu'elle n'en peut plus, elle le secoue, elle lui dit qu'il doit faire quelque chose, elle le réveille le matin, etc. Mais il n'y a rien qui se passe, il ne fait rien, il se referme le matin, il ouvre 3 yeux, et puis, enfin 3 fois un œil, et puis il s'arrête, et puis il se rendort plutôt, elle doit partir au boulot, et elle est un peu désespérée, et surtout très inquiète pour son avenir, en se disant, mais bon, comment ça va se passer pour la suite, quoi. Et donc, cette maman, on va voir qu'à 180 degrés, ce serait plus de lui dire, tu vas faire quelque chose de sa vie, ce serait de lui dire, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie à toi, en fait. Pour arrêter d'intervenir dans sa vie, arrêter d'aller au conflit, ce qui va déjà, et c'est toujours là-dessus qu'on va l'amener, aider à renforcer la relation. Donc ça, c'est en général assez convaincant pour la maman, parce que sinon, là, pour l'instant, elle est en train d'abîmer, en plus du fait que son fils ne fait rien, elle abîme sa relation avec son fils, et donc, quelque part, elle sera même de moins en moins écoutée par son fils. Et donc, ça, pour nous, c'est important. Pour l'amener à faire ça, on va utiliser la peur plus grande. La peur, justement, de perdre sa relation avec son fils, la peur que son fils en fasse encore de moins en moins parce qu'il sait que sa mère est derrière lui, alors que s'il est responsabilisé, il va, à un moment donné, si elle lui dit « En fait, je vais arrêter d'intervenir dans ta vie. En fait, je me rends compte, c'est ta vie à toi, et si tu veux, tu restes comme ça. » Alors, soit effectivement, il va rester comme ça, mais leur relation va être meilleure puisqu'elle va arrêter d'être tout le temps sur son dos. Soit il va se mobiliser, pas tout de suite, parce qu'il va probablement, et je le dis souvent aux parents, tester d'abord si vraiment eux sont déterminés à lâcher, mais à partir du moment où ils se rendent compte que l'autre lâche, c'est là que, évidemment, il peut y avoir éventuellement un regain qui donne envie de se mobiliser. Et donc, cette peur plus grande, elle est importante, c'est-à-dire, en fait, c'est plus qu'une peur plus grande, on va conscientiser la maman des risques de continuer à faire ce qu'elle fait, qui ne fonctionne pas et qui abîme en plus la relation. Et où elle perd, quelque part, elle perd tout. Et donc, on va lui proposer de dire à son fils « Je vais arrêter de te mobiliser, c'est ta vie à toi, comme je vous l'ai dit. » Alors, la tristesse, elle, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Alors voilà, ici, on a Geoffroy. Geoffroy, il se bat dans son entreprise parce qu'il trouve que les décisions ne sont pas justes. Il trouve que les valeurs d'entreprise ne sont pas OK et donc il est furieux. Il est furieux, il se bat, il essaye de défendre des collègues qui se font licencier, il s'épuise quelque part dans un combat où les décisions continuent d'être injustes. Et j'ai envie de dire, il souffre presque 2 fois, parce qu'il souffre la première fois quand ça se passe, et puis il échoue dans son combat, et donc il souffre une deuxième fois d'être en échec, et d'avoir mis de l'énergie, etc., pour rien, et juste de se sentir encore moins respecté, quelque part inefficace dans ce combat. Donc pour lui, dans ses pensées, vous voyez dans le mapping, je mets dans ses pensées, ça doit changer, il faut que ça change, c'est pas possible que ça continue comme ça. Il se bat donc, évidemment, et cette bataille est portée par sa colère à bon escient, sauf qu'aujourd'hui, ça l'amène à être de plus en plus mal, de plus en plus en échec, de plus en plus épuisé.
À 180 degrés de ça doit changer, on va devoir amener à Geoffroy le fait que probablement ça ne changera pas. Dans une entreprise de 3000 personnes, une personne qui se bat, même 2, même 3, même voire plus encore, est-ce qu'ils vont pouvoir avoir de l'impact sur le conseil d'administration? Et donc, on va devoir travailler avec lui, on va le faire par recadrage le plus souvent, le fait que ça pourrait ne pas changer, et il y a même beaucoup de chances que ça ne change pas. Et puis, on va l'amener à lâcher prise par rapport à ce combat, puisqu'il s'épuise, comme je vous le dis, dans un combat, et il se fait double peine, puisqu'en plus, il échoue, et donc il a cette frustration de s'être fatigué et de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Et donc, effectivement, on va lui demander de lâcher ce combat, on va l'amener par nos tâches à arrêter de se battre d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, on va utiliser la tristesse. Il y a une espèce de deuil à faire. Ça va être important de l'accompagner dans un deuil des valeurs de son entreprise, dans le deuil de la possibilité que cette entreprise respecte l'humain ou que cette entreprise, enfin voilà, ça dépend du combat dans lequel il est, ou respecte les clients, enfin voilà, ça va dépendre, qui peuvent par ailleurs être humains aussi. Donc, on va essayer de vraiment accompagner Geoffroy et de l'aider à laisser sortir cette tristesse et à accepter donc ce qui se passe. Donc, on va faire un travail d'acceptation en disant ça ne changera pas et d'acceptation, de renoncement, de changer ses valeurs. Alors, avec Geoffroy, on pourrait aussi utiliser la peur. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi lui faire peur de continuer à se battre et le faire, par exemple, quitter l'entreprise pour se protéger de ces valeurs-là. Donc ça va dépendre évidemment des émotions qui sont là chez Geoffroy au départ. Est-ce qu'on sent plutôt derrière sa colère de la tristesse ou plutôt de la peur? Et du coup, ça ne va pas forcément amener à la même chose, parce que la tristesse, il peut faire le deuil de certaines valeurs pour son entreprise et rester parce qu'il adore ses collègues, l'ambiance est bonne, il aime son boulot, il trouve intéressant ce qu'il fait, etc. Et il peut rester. Alors que la peur peut l'amener, à simplement arrêter de combattre aussi, ou bien peut l'amener aussi à se dire, ben moi j'ai peur de mes réactions, j'ai peur de comment je vais tourner si je reste là, et donc je pars. Donc il y a plusieurs possibilités évidemment. À quoi sert le plaisir? Alors le plaisir, ici, on est dans une situation donc, où il y a une grande tristesse, on peut parler d'état un peu dépressif, quelqu'un qui a une image négative d'elle-même, etc., et qui renonce, puisqu'en se disant « je suis nul », bah forcément, je renonce d'avance, je ne fais pas, et moins je fais les choses, et plus je me sens nul. Ça, si on faisait un apport, enfin une conférence là sur la confiance en soi, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Là, on est un peu là-dedans, donc voilà, je suis triste, je suis déçue de moi-même, je ne fais pas des choses, je renonce, je me sens encore plus nul, etc. Et donc, le 180 degrés, ça va être de se mobiliser. Alors, vous l'avez compris, le plaisir, la colère aussi, sont deux émotions qui nous permettent de nous mobiliser. Et donc, on va alors aller travailler avec le plaisir, essayer de retrouver des choses qui peuvent faire plaisir, doucement, une chose à la fois, enfin voilà, les petits pas qui vont permettre de mobiliser la personne. Imaginez des occupations plaisantes, par exemple, juste les imaginer. Vous n'allez pas les faire encore, je vais juste vous demander de les imaginer. Parce qu'en plus, ça pourrait ne pas vous plaire vraiment, etc. Donc, on va faire ça avec un freinage. Je ne vais pas non plus pouvoir développer le freinage ici, mais on va faire ça avec un freinage qui va permettre à la personne de commencer à imaginer, et en imaginant peut-être recréer un peu d'envie, et l'envie est un peu à l'origine du plaisir. Voilà, en conclusion donc, comme je vous l'ai déjà dit, les émotions, c'est un moteur, et moi j'aime bien cette métaphore qui nous raconte que voilà, la vie c'est un peu comme une route, c'est pas une autoroute, c'est un chemin à certains moments, ce sont des pavés à certains moments, parfois la route est tortueuse, parfois elle est plus droite, parfois elle est très belle, les abords sont agréables, on a envie de prendre le temps, de profiter, et on aimerait bien s'arrêter d'ailleurs à certains endroits, dans certains moments de la vie. Et puis, à d'autres moments, c'est moins beau. Parfois, en plus, la météo change. C'est tout d'un coup du brouillard. Le ciel bleu de la veille s'est transformé en brouillard où il y a un orage qui éclate. C'est un déluge. Donc, la vie, c'est un peu ce chemin sur lequel nous avançons. Et nous y avançons avec notre carriole, notre calèche,
c'est selon, hein, vous pouvez avoir aussi, voilà une diligence et on va dire que nos chevaux sont les émotions, représentent les émotions. Donc en fait, nos émotions nous tirent et nous font avancer. Elles sont ce moteur, de l'époque où il n'y avait pas de moteur justement et elles nous font avancer et en fait, elles tirent la calèche et la calèche, le cocher, c'est notre raison. Et il y a en fait en permanence cette espèce d'équilibre qui doit se trouver. C'est-à-dire que si le cocher tient trop les émotions, à un moment donné, les chevaux vont péter un câble et on va partir n'importe où. Et si au contraire, il les lâche trop, bah alors ils vont partir aussi dans n'importe quel sens. Donc il faut qu'il y ait un espèce d'équilibre qui se trouve, une espèce d'interaction entre le cocher et les chevaux qui va faire qu'on trouve qu'on avance sur notre route et que parfois peut-être on accélère un peu parce que certaines émotions nous font accélérer et puis d'autres nous font freiner. Et peut-être comme thérapeute, comme coach, on peut être celui qui aide le cocher à gérer autrement les émotions, à utiliser l'émotion qui est la plus utile à un moment donné. On pourrait dire que si un cheval c'est plus la peur, l'autre c'est plus la colère, ben, ils vont trouver chacun leur place et leur utilité, bien évidemment. Et donc à nous qui accompagnons les personnes qui souffrent d'une certaine manière, à nous de les aider à trouver l'émotion à l'intérieur d'eux. Hein, donc on ne les invente jamais, c'est toujours des émotions qu'on va chercher à l'intérieur, des ressources qu'ils ont et qui va leur permettre de les mobiliser. Voilà, eh bien, je vous souhaite le meilleur, que tout aille bien pour vous et peut-être à bientôt chez Virage. Au revoir.